Salut, c'est JB Bison Bleu. Aujourd'hui, je vais vous faire ma review des 6 mois avec le R5. Alors, mon avis a peut-être un peu évolué par rapport à la toute première review que j'avais fait dessus. Bah, c'est parti. Il va y avoir quand même pas mal de critiques sur ce boîtier, hein. Aucun boîtier n'est parfait. Je vais vous dire ce que je pense globalement de ce boîtier. C'est simple, c'est le meilleur appareil photo que j'ai jamais eu entre les mains. Ce boîtier, il a très peu de points faibles, il est bon en tout. Par exemple, vous faites du portrait, la possibilité de faire la map sur absolument 100% du capteur, l'AIF, la stabilisation, les couleurs Canon. Ce boîtier est excellent en portrait. D'ailleurs, parenthèse, on a effectué plusieurs shootings corporate avec ce boîtier, dont un, je me rappelle, on a fait à peu près 700 déclenchements. L'autre, on a fait à peu près 2000 déclenchements. Je vous laisse 5 minutes pour me dire dans les commentaires combien de ratés j'ai eu sur du coup ces 2700 déclenchements en AIF autofocus. Zéro ratage. Alors maintenant c'est simple, ça a complètement changé ma manière de bosser. Avant, quand je travaillais avec le 5D, souvent quand j'importais des images dans Lightroom, je générais des aperçus en 1.1 et ensuite j'essayais de me balader en 1.1 dans toutes les images pour déjà éliminer toutes les images qui techniquement n'étaient pas parfaites. Et ben, j'ai tout simplement supprimé cette étape de mon process, ce qui fait gratter quand même beaucoup de temps. En fait c'est simple, sur un set pro où on fait gaffe à sa lumière, où on travaille un peu son exposition, on a peut-être un assistant lumière, on n'a plus aucun déchet. Plus aucun, sur tout un shoot. Plus aucun. En revanche, je vous calme, quand je shoote en perso dans des environnements où la lumière est beaucoup moins contrôlée, quand je prends des photos de ma fille par exemple, ne me dites pas que c'est dû au faciès de ma fille si elle n'est pas détectée par le AIF. Tu vas vivre avec moi maintenant. Oh. Mais en tout cas, quand je prends des photos de ma fille, il m'arrive à avoir beaucoup plus... Enfin, il m'arrive d'avoir un peu plus de déchets. Cela dit, je repasse à ce moment-là en mode collimateur solo. Je le déplace comme une souris et bim, ça nail. Faut que j'arrête de parler anglais, c'est super agaçant. Je t'aime, tu sais. Oh, je t'aime, Choco. Oh, je t'aime, Sinoche. C'est juste l'AIF qui a un peu de soucis quand on commence à le mettre dans des conditions de lumière un peu pétées. Vous faites de l'action, le tracking de cet appareil est radical. En plus, il mitraille à 12 images secondes en shutter mécanique et 20 images secondes en shutter électronique. Je vous apprends absolument rien. Mais tout ça, c'est en bougeant quand même des images de 45 mégapixels dans lesquelles vous allez pouvoir cropper et avoir encore plus de reach si vous utilisez par exemple des grands blancs, des super téléphotos ou ce genre de choses. C'est quand même l'équivalent d'avoir un extender en fait sur votre boîtier, puisque vous pouvez cropper x2 dans votre boîtier et arriver à sortir quand même des fichiers 20 mégapixels. Vous allez me dire, ouais, mais ça pèse un âne mort, tes fichiers et tout. Ok, mais à ce moment-là, vous pouvez aussi passer en zéro. Ça vous fera pas gratter du temps en post-prod parce que Lightroom a quand même autant de mal à mouliner des fichiers 0 45 mégapixels, mais par contre, vous allez gagner en place. Et ils vont faire le poids de fichiers qui sortiraient de ce 7D, un APS-C de 20 mégapixels. Est-ce que je vous ai parlé du buffer? Est-ce que... Putain, je vais vous faire une démo, c'est pas possible. Ce buffer, il n'y a pas de buffer. En fait, il n'y a plus de buffer. Est-ce que la vue zénithale marche? Je vais vous faire une petite démo du buffer de ce boîtier. 12 images secondes, vous êtes prêts? C'est parti. Shutter mécanique. 12 images secondes. RAW. 45 millions de pixels. Je sais pas à partir de quel moment on peut dire que le buffer est illimité. Là, ce que je suis en train de faire est un peu ridicule. On n'a jamais shooté aussi longtemps. Je suis en train de faire n'importe quoi. Tiens, je vais shooter un peu le setup, shooter le micro. Si j'arrête, regardez bien le buffer. Tac. Et je peux reprendre. Regardez bien le buffer. Fini. En fait, il n'y a pas d'écriture. On ne peut pas vraiment dire qu'il y ait de temps d'écriture sur ce boîtier, c'est instantané. Et je bouge des fichiers de 45 mégapixels. Moi,
J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Regardez, je fais ça. Ah bah tiens, je vais aller dans les menus direct. Ah bah hop, je me balade dans les menus, c'est parti. Hop, je reprends. C'est complètement fou. C'est un buffer qui est digne d'un DX. Et on est sur un boîtier qui bouge des fichiers en 45 mégapixels et qui coûte pas le prix d'un DX aussi. Franchement, vous serez pas ridicule si vous voulez shooter du sport pendant toute une journée avec ce boîtier. C'est un boîtier qui fera très très bien le taf. Ensuite, vous faites de la photo de paysage. 45 mégapixels, ça va vous parler. La plage dynamique de ce boîtier est la meilleure qu'on trouve sur un boîtier Canon. Franchement, ils sont complètement alignés sur la concurrence. On est dans les 14 stops de dynamique. C'est extrêmement clean. Alors, on est toujours un peu plus limité sur les hautes lumières, mais une fois qu'on sait exposer à la canoniste, c'est-à-dire en essayant de préserver un maximum les hautes lumières, il n'y a aucun souci. Ensuite, ce qui est pratique, c'est que vous avez une stabilisation qui va vous permettre de faire quasiment des poses longues à main levée. Vous pouvez faire du paysage sans forcément avoir un trépied. Et aussi, on vous avait parlé la dernière fois du focus bracketing intégré à ce boîtier. Je vous affiche le lien de la vidéo ici, qui est aussi super pratique pour essayer d'augmenter au maximum la profondeur de champ. Et ça plaira aussi aux gens qui font du paysage. Et enfin, vous faites de la photo low light. Ce boîtier sera absolument pas ridicule. La montée en ISO, franchement, m'impressionne pour le nombre de pixels qu'a ce boîtier. C'est extrêmement clean. J'ai, comme je vous avais montré dans la première vidéo, à peu près 2 stops de gain en ISO par rapport au 5D, qui lui avait quand même 15 mégapixels de moins. Donc je trouve ça vraiment super bon. Si vous ajoutez à ça l'autofocus qui est vraiment largement meilleur en conditions sombres, il voit dans le noir cet autofocus, hein. C'est simple, hein. Quand vous passez en collimateur simple, alors l'IAF peut partir un peu en couille dans le noir, mais à ce moment-là vous passez en collimateur simple et là vous faites la map absolument de partout. Vous faites de la map à des endroits où vous ne voyez même pas. En plus, vous êtes aidé par le VF qui lui voit mieux dans le noir que vous, puisqu'il pousse les ISO. Il y a la stabilisation qui vous permet de faire des photos encore plus lumineuses. Cet appareil est super à l'aise en low light, alors qu'il a quand même 45 mégapixels. Partie vidéo, je vais pas trop m'attendre dessus. J'adore les couleurs qui sortent de ce boîtier, j'adore les images que produit ce boîtier, les formats, les framerate. Je suis un gros fan de la 4K 120. Oh, j'ai tapé le micro. Je suis vraiment un gros fan de cette 4K 120. Elle est super facile à utiliser, super flexible. Quand on ajoute en plus la stab, plus les 2 niveaux de stab électronique qui crop dedans, on s'en fout un peu puisque c'est de la 4K. Aujourd'hui, on livre encore beaucoup en 1080. Donc ça rend cet appareil super facile à utiliser. J'ai juste fait un profil en ProLoss Flat, histoire d'avoir des contrastes un peu moins bourrins, parce que les contrastes peuvent être assez bourrins sortis de ce boîtier, mais les couleurs, c'est magique, le piqué, tout. L'autofocus, c'est un boîtier qui est super simple à utiliser, c'est assez facile finalement d'en sortir des super images en vidéo. Donc je suis assez conquis. J'ai pas eu de problème de surchauffe. Pourtant, voilà, on tourne beaucoup en 4K 120. On a enregistré beaucoup d'épisodes ici où l'appareil a tourné pendant plus d'1 heure en 4K. Pas de problème de surchauffe. Non, le problème c'est plutôt la gestion de la batterie. Alors, quand on enregistre les épisodes, on n'a pas forcément de soucis puisque on le branche sur secteur avec un chargeur de MacBook Pro. Ça c'est super pratique, ça c'est vraiment super pratique parce que ça bouffe de la batterie. Et puis ça bouffe de la carte quoi, ça bouffe vraiment de la carte, donc il va falloir s'équiper. Pour ceux qui veulent filmer dans ces formats-là, faut s'équiper, faut acheter un paquet de cartes quand même. Pour moi, mon avis, si vous êtes un shooter hybride à prédominance photo, actuellement dans cette gamme de prix, je pense pas que vous puissiez trouver mieux. Le R5 est un boîtier qui n'a vraiment, il a très peu de défauts en fait, et il y a vraiment très peu d'activités qu'il ne peut pas attaquer. C'est vraiment un boîtier qui me rappelle le D850 quand il est sorti, un gros boîtier avec des gros pixels mais en même temps qui est rapide et qui est bon en tout. Sauf que le D850 lui, il faisait pas de la vidéo quoi. Donc rajoutez une couche de vidéo, rajoutez de la stab et vous avez le R5 quand même. Après, si vous avez une prédominance vidéo,
c'est pas un appareil qui va être très endurant. Donc si vous passez des journées à shooter, c'est un appareil, forcément, vous allez peut-être consommer un poil trop de batterie, peut-être que les bitrates sont un peu trop élevés, vous allez remplir trop de cartes, et peut-être que vous allez aussi tomber sur ces fameux phénomènes de surchauffe que moi je n'ai jamais constaté avec mon utilisation. Mais pour ça, moi je vous conseillerais plutôt de partir à ce moment-là sur un A7S III ou sur une C70 par exemple. Mais pour tous les photographes qui se développent aussi à côté en vidéo, ce boîtier vraiment est un monstre. Bon, voilà, on a assez brossé Canon dans le sens du poil. Maintenant, on va revenir un peu sur toutes les critiques, sur toutes les remarques que j'avais pu faire lors de la première review, que je vous mets en lien ici aussi. Et on commence avec l'ergonomie. Alors, vous m'aviez entendu beaucoup parler de la poignée, de mon petit doigt qui dépassait. Je suis arrivé à contourner un peu le problème. Est-ce que la vue zénitale marche? En achetant tout simplement un L bracket dont j'ai enlevé le L, donc du coup ça me fait une sorte de semelle. Ça me rajoute juste le demi-centimètre en fait qui me manquait pour que mon petit doigt ne se balade pas. Donc ça me rajoute un tout petit peu d'épaisseur sur le boîtier. En attendant qu'un constructeur fasse une vraie semelle qui ressemble un peu plus à une semelle, j'ai mis ça dessus. Je trouve ça pas mal. Ça fait qu'en plus j'ai une platine Arca Suisse en permanence sur mon boîtier, il n'y a pas de souci. Donc ça, ce problème de taille de grip, j'ai réussi à le contourner un peu freestyle. Alors c'est sûr que quand je reprends un 5D, raté c'est un 7D, quand je reprends un 5D ou un 7D, ils ont à peu près le même grip. Je sens la différence, mais j'avoue que je me suis habitué aujourd'hui à ce grip un poil plus petit, et puis bon, avec cette semelle, ça va à peu près. J'ai quand même des remarques globales, je pense, sur les choix en termes de design et d'ergonomie qu'ont fait la plupart des constructeurs en passant au mirrorless. Alors Canon a été quand même le plus épargné là-dessus, je trouve que c'est ceux qui s'en sortent le mieux dans cette transition au mirrorless, mais j'ai le Z6 qui est en face de moi et qui me filme, et je trouve ça un peu dommage, ce délire rétro cool qui a envahi le marché du mirrorless. Il y a très peu de mirrorless qui n'ont pas des designs rétro, tout simplement. Avec ces prismes totalement carrés, ces formes totalement carrées. Je peux comprendre en termes de marketing qu'il faille être disruptif et changer complètement de design, mais je trouve ça un peu trop osé et je trouve ça très con de s'asseoir, pour Nikon par exemple, là j'ai un D850, de s'asseoir sur 30, 35 ans, même plus, 50 ans d'évolution du réflexe, d'évolution incrémentale, d'évolution millimétrique. Chaque année, tous les 5 ans, on bouge un bouton d'1 millimètre, on rechappe très légèrement la poignée. Au bout de 35 ans, on arrive à une taille de poignée qui est due à quoi? Qui est due à l'étude, tout simplement, de dizaines de milliers de mains sur des décennies pour essayer de trouver quel serait le grip le plus adapté à la plupart des gens. Et en fait, je trouve ça très dommage de s'asseoir sur un tel héritage, en fait, et de tout balayer parce qu'il faut être disruptif. L'EOS R s'était un peu assis quand même sur la roue codeuse de Canon, qui est une des fiertés des canonistes, et puis il s'était assis aussi sur le joystick. Donc moi je suis pas pour rebattre les cartes, je trouve que c'est des conneries, c'est des effets de mode, c'est du marketing. Je me plains, mais pour moi le R5 est sur le marché l'un des boîtiers qui s'en sort le mieux, qui reste assez proche du 5D, même si la prise en main n'est pas aussi beefy que le 5D. J'attends du R1 aucune concession sur la prise en main. Je ne veux pas qu'un R1 soit un boîtier qui soit joli, sexy. Je veux un boîtier qui me paraît solide et un boîtier que j'oublie dans ma main. J'adore le design du Z6, du Nikon Z6 qui me filme. Cela dit, je suis désolé, en prise en main, je préfère 100 fois le D850. J'adore le design des Sony, mais c'est une blague. D'ailleurs, vous m'entendez râler sur la prise en main et les concessions que font ce R5. Vous imaginez ce que je pense du A1, du Sony A1, à plus de 7000 balles, qui sort avec un boîtier qui est le même que la 7S III. Alors, soit la 7S III a une construction absolument démentielle pour son prix, soit
mais on va enchaîner. Toujours pas fan, je suis désolé, de l'écran orientable. Alors, j'utilise beaucoup plus l'écran avec le mirrorless, tout simplement parce que j'ai pas le choix aussi, il est tout le temps allumé, ce con. Pourquoi cet écran n'est pas aligné sur le corps? C'est moche. C'est moche, et c'est pas que moche. C'est pas pratique. Quand j'essaie de cadrer, moi, j'essaie de mettre mon écran aligné comme ça pour essayer de voir si toutes mes lignes sont bien calées. Et quand je fais ça, mon boîtier, lui, il part à droite. Honnêtement, non. Je suis désolé, hein. Je préfère vraiment ce système-là. En plus d'être plus solide, je préfère. Puisqu'on a toujours un écran qui est bien aligné au boîtier. Je veux aussi un bouton pour désactiver ce foutu capteur de proximité. Quand je suis en studio et que je bosse à travers l'écran et que je commence à faire des manipulations sur l'écran, dès que je m'approche de ce foutu écran, il s'éteint à cause de ce capteur de proximité. Canon, s'il vous plaît, dans le firmware, le prochain firmware, je veux un bouton pour le désactiver. Pour le moment, c'est pas possible. D'ailleurs, j'y viendrai un peu plus tard, mais la gestion des écrans, c'est pas encore ça. Putain, c'est Versailles, il est tout le temps allumé de partout. Mais ça, on le verra juste après. La troisième molette, la molette mode, je l'aime beaucoup parce que ça m'a rajouté justement un contrôle des ISO. J'ai mon ouverture, j'ai ma vitesse, j'ai mes ISO. Je peux faire mes réglages à la volée en manuel, c'est la folie. Par contre, le bouton mode multifonction, pour passer en vidéo, je suis assez mitigé. Le fait qu'il faille, allez, petit test, le fait qu'il faille appuyer, vas-y Johnny, le fait qu'il fasse appuyer sur le bouton mode, puis ensuite appuyer sur le bouton info pour passer en vidéo, c'est un truc en 2 étapes que je trouve vraiment pas ouf. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai programmé mon bouton MFN pour passer directement du mode photo au mode vidéo. J'ai aussi programmé le bouton de profondeur de champ, de check de la profondeur de champ pour mettre le boîtier en veille et pour économiser un peu de batterie. Et là, on va y venir. On va venir à la batterie, quoi. Il faut y venir, il faut en parler. C'est le nerf de la guerre sur ces boîtiers. Ils sont tout le temps en train de calculer des milliers de trucs, tout le temps en train d'afficher des trucs, d'utiliser des écrans dans tous les sens. Donc, c'est un boîtier, en plus, quand on voit les specs, 8K, 4K 120, 45 mégapixels, 20 FPS. J'ai toujours pas trouvé d'ailleurs de mode passif. Quand j'allume ce boîtier, c'est simple. Soit je mets mon œil dans le viseur et à ce moment-là, le viseur est allumé. Soit je l'enlève et à ce moment-là, c'est l'écran qui est allumé. Et donc, en fait, c'est un boîtier qui est tout le temps en train de filmer, en fait. Et ça consomme énormément d'énergie. Je peux passer sur un mode Q menu, par exemple, qui consomme un peu moins d'énergie et utiliser que le VF. Mais j'ai quand même mon écran qui est allumé en permanence avec mes fonctions. Et du coup, je n'utilise absolument jamais l'écran d'épaule. Alors que sur un réflexe, j'utilisais tout le temps l'écran d'épaule pour faire mes réglages, je déclenchais dans le viseur et ensuite j'avais une review de 2 secondes des images. Mais l'écran arrière, je ne l'utilisais très peu. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas de fonction plus passive comme un réflexe sur ce boîtier. C'est pas possible. C'est possible de désactiver l'écran arrière et à ce moment-là, il ne s'allumera même pas pour faire une review des images. C'est possible de désactiver le VF et à ce moment-là, on fonctionne que sur l'écran arrière. Mais ce n'est pas possible d'avoir comme un réflexe un écran désactivé en permanence. On fait nos petits réglages sur l'épaule qui ne consomment absolument rien en énergie. Et ensuite, une fois qu'on a déclenché, on a notre petite review de 2 secondes. Et c'est cool, quoi. Et on économise un peu d'énergie. Je veux dire, c'est des trucs qui sont assez basiques. Je comprends pas pourquoi Canon n'a pas pensé à ce genre de choses, alors que la batterie, c'est quelque chose d'assez critique sur ce boîtier. Et pire, quand j'ai acheté ce boîtier, que j'ai sorti de la boîte, la F travaillait en permanence. C'est-à-dire, quand je posais mon boîtier, je l'entendais pomper. Même quand le boîtier était posé comme ça, la F travaillait. Donc j'ai été obligé de lui dire « Non, écoute mec, je suis désolé, non, tu fais la map quand je fais une demi-course ou quand j'appuie sur AF on au moins, mais ne fais pas la map en permanence, c'est ridicule en termes d'énergie. » Bon, truc qui est cool quand même au niveau de l'autonomie, c'est la possibilité de brancher ce boîtier en USB-C. Ça, c'est assez cool parce que du coup, quand on fait des shoots extrêmement longs en studio ou quand on enregistre pour YouTube, le boîtier est branché en permanence et à ce moment-là, il n'y a aucun problème de batterie. J'ai aussi acheté cette batterie-là, USB-C, qui est capable de sortir 100 watts et qui permet de charger sur le terrain, par exemple, les batteries directement dans le boîtier. Et ça, c'est aussi super pratique. Donc, sur l'aspect batterie, il n'y a pas que du mauvais, mais il faudrait des modes éco qui soient quand même un peu plus optimisés. Gros point noir pour moi actuellement avec ce boîtier, il est surtout dû à Lightroom.
Tout simplement parce que je shoot énormément connecté quand il faut checker les images ou quand on shoot énormément d'images, quand on est très productif. Et aujourd'hui, on est le 9 février. Et le Canon R5 n'est toujours pas pris en charge en shoot connecté sur Lightroom. C'est du coup super chiant pour moi. Et d'ailleurs, sur pas mal de shoots, on a préféré shooter sur le 5D connecté plutôt que de shooter sur le R5 qui pourtant a un autofocus bien plus efficace. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus productif pour nous. Idem, on a aussi fait des shoots avec le DU150 tout simplement à cause de ce blocage. Oh, you touch my tra-la-la. S'il vous plaît, Adobe, bougez-vous. Et d'ailleurs, puisque j'en suis au Lightroom bashing, je suis vraiment pas fan, je suis désolé de le dire, hein, mais de l'interprétation des fichiers du R5 dans Lightroom. Et plutôt que de m'étendre là-dessus, je vous propose d'aller derrière mon ordi et je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Allez, c'est parti! À droite, une image ouverte dans Lightroom, à gauche dans Capture One, et ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est la pauvreté des couleurs Adobe. Alors là, on est avec le profil d'origine Adobe Couleur, celui qui s'ouvre d'office quand vous ouvrez n'importe quel RAW. Tout simplement aussi parce que les profils colorimétriques Canon ne sont pas encore disponibles dans Lightroom aujourd'hui, 6 mois après sa sortie, ce qui est assez emmerdant quand on fait du portrait, parce que généralement on est assez content des couleurs Canon pour tout ce qui est carnation en portrait. D'ailleurs, je vais zoomer sur la tête de ce charmant jeune homme qui a l'air d'apprécier fortement son café, et vous allez voir qu'il y a absolument, il n'y a pas photo, les tons sont délavés dans la peau, il y a très peu de nuances, alors que là, regardez la superbe irritation faite par le masque qui est bien saturé, bien rougeâtre sur Capture One. Alors que sur Lightroom, on est vraiment sur des tons assez élevés. Alors, on peut s'en sortir. Je suis allé sur le site Color Fidelity. Ce site-là, Color Fidelity, qui propose du coup des profils colorimétriques pour à peu près tous les appareils photo. Ça va vous coûter 25 balles et vous allez du coup vous retrouver avec des profils paysage, neutre, portrait et standard de Canon. Ça s'approche pas mal des couleurs Canon, donc on est beaucoup plus contrasté, on est beaucoup plus porté sur magenta, ce qui est assez cool pour tout ce qui est ton de peau. Mais il n'y a pas que ça, et ici on sort la mire et on va constater plusieurs choses. Alors on va déjà commencer par le bruit. Le bruit de luminance est nettement plus important sur du coup Lightroom, alors qu'on a des aplats beaucoup plus propres sur Capture One. Et surtout, dans tout le spectre de couleurs, au niveau des cyans, ici vous voyez que mes couleurs, avec le denoising d'origine du coup de Lightroom, les couleurs ont tendance à baver, on voit beaucoup moins les délimitations ici, et les couleurs sont tout aussi délavées. Donc moins de précision dans les couleurs. On voit aussi un autre phénomène, c'est que j'ai des aberrations chromatiques très légères quand on commence à zoomer sur Lightroom. Je vais essayer de vous trouver un endroit où il y en a. Tac tac, ici on en voit un peu, alors que sur Capture One il n'y en a pas. Et vous voyez que en termes de définition on se porte un peu mieux aussi, on a des contours un peu plus francs, moins d'aberrations chromatiques sur Capture One, donc ce qui montre bien qu'au niveau dématrissage il s'en sort mieux que Lightroom. J'avais constaté pendant ma première vidéo qu'il y avait pas mal de bruit de luminance, très peu de chrominance sur le R5, je pensais que c'était dû au R5, mais après avoir comparé maintenant avec Capture One, j'en déduis que c'est l'interprétation de Lightroom qui est un peu vénère quand même. Donc tout ça mis bout à bout, le mode capture connecté, les couleurs, les profils colorimétriques, le denoising, ça m'a un peu poussé, malgré moi, à tester plus en profondeur Capture One et à faire quelques shoots dessus. J'étais assez séduit et je vous ferai certainement un retour plus approfondi dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'enregistre ces vidéos beaucoup trop tard chaque fois, hein. C'est... Bref, vous voyez que la plupart des choses que je reproche à ce boîtier peuvent être réglées par firmware ou être réglées tout simplement par Adobe ou par Apple, et j'espère bien que dans le temps tout ça va évoluer. J'hésiterai pas à faire des petites mages sur cette review, essayer de faire des petites interventions pour vous dire si des choses se sont débloquées de ce côté-là. J'espère que cette review vous a plu.
Laissez des commentaires si vous avez des choses à dire en plus, des choses que j'aurais zappé, des trucs importants à dire sur ce boîtier. Je pense, mettez-les en commentaire, c'est toujours intéressant pour la communauté. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, cloche bleue, tout ça, abonnement et tout. Et puis c'est cool. On fait comme ça? Allez, c'était JB, Bison Bleu. Ciao. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.